Le café fumait encore. Il ajusta sa veste, croyant à un matin ordinaire dans son bureau silencieux, rideau tiré. Un message. Cette maison. 14 heures. Seul. Route. Mercedes noire. Escalier. Porte entr'ouverte. Cadenas rouge. Il frappa 5 coups. La porte céda. Une femme enchaînée. 3 enfants blottis. Yeux bleus suppliants. Le téléphone vibra. Choisi. Certains moments changent tout pour toujours. Le café fumait encore dans la tasse en porcelaine blanche. Dehors, les premières lueurs de l'aube perçaient à travers les rideaux de soie du bureau, mais Lucien Moreau n'avait pas dormi. Il ne dormait plus depuis des années. Le sommeil était un luxe que les hommes de son calibre ne pouvaient plus se permettre. 53 ans, cheveux gris parfaitement coiffés, costume sur mesure même à 6 heures du matin, Lucien régnait sur les quartiers sud de Marseille, avec une autorité que personne ne contestait ouvertement. Son empire s'étendait des docks du Vieux-Port aux collines de Cassis, tissé de silence et de regards entendus. Les gens parlèrent de lui à voix basse, même quand il n'était pas là. Ce matin-là ressemblait à tous les autres. Même rituel, même solitude calculée. Il ouvrit le tiroir de droite de son bureau en acajou, sortit le Beretta, vérifia le chargeur par habitude, puis il le remit à sa place, referma le tiroir sans bruit. Chaque geste était précis, millimétré, comme si sa vie entière obéissait à une chorégraphie invisible. Son téléphone vibra. Pas un appel, un message. Numéro inconnu. La maison de la Croix. Aujourd'hui, 14 heures. Seul. Lucien fronça les sourcils. La maison de la Croix. Il connaissait cet endroit. Une propriété abandonnée dans les collines, à une demi-heure de la ville. Personne n'y allait plus depuis la mort du vieux Pierre de la Croix, il y a 3 ans. La famille avait fui, laissant tout derrière elle après avoir découvert certaines activités du patriarche. Il effaça le message, glissa le téléphone dans sa poche. Qui que soit l'expéditeur, il avait de l'audace. Très peu de personnes osaient convoquer Lucien Moreau. Encore moins osaient le faire avec si peu de mots, sans explication, sans politesse. À 13 heures, Lucien quitta son bureau du 6e étage de la tour moderne qui surplombait le port. Personne ne l'accompagnait. C'était inhabituel. Ces hommes lui avaient proposé leur escorte, mais quelque chose dans ce message demandait la solitude. Une intuition qu'il ne savait pas expliquer. La route vers les collines serpentait entre les pins et les rochers calcaires. Sa Mercedes noire glissait en silence sur l'asphalte fissuré. Plus il s'éloignait de la ville, plus l'air semblait se charger d'une tension particulière, comme si les arbres eux-mêmes retenaient leur souffle. La maison de la Croix apparut au détour d'un virage, imposante et décrépite. Les volets pendaient, la peinture s'écaillait, les mauvaises herbes avaient envahi l'allée. Mais l'architecture gardait une noblesse fanée, témoin d'un luxe révolu. Lucien se gara devant le perron, coupa le moteur. Le silence était total. Pas un oiseau, pas un bruit de circulation lointaine. Seulement le murmure du vent dans les branches mortes. Il sortit de la voiture, ajusta sa veste. Ses chaussures italiennes crissèrent sur le gravier. La porte d'entrée était entr'ouverte, battant doucement dans la brise. Il s'approcha, posa la main sur la poignée en bronze terni. « Il y a quelqu'un » Sa voix résonna dans le hall vide. Pas de réponse. Il poussa la porte, entra. L'odeur de moisi et de poussière le prit à la gorge. Des meubles recouverts de draps, des fantomatiques, des toiles d'araignée aux angles du plafond, le parquet qui grinçait sous ses pas. Il avança vers le salon. Les rideaux tirés laissaient filtrer une lumière jaunâtre maladive. Sur la cheminée, des photos de famille dans des cadres dorés. Pierre de la Croix en costume militaire, sa femme Marie-Claire en robe de mariée, leurs 3 enfants figés dans des sourires d'époque. Lucien connaissait l'histoire. De la Croix avait fait fortune dans l'immobilier, mais ses méthodes n'étaient pas toujours légales. Corruption, chantage, intimidation. Un homme qui ressemblait à Lucien finalement. Jusqu'au jour où sa femme avait découvert ses vrais revenus. Elle était partie avec les enfants. Pierre s'était retrouvé seul dans cette maison trop grande, rongée par l'amertume et l'alcool. C'est alors qu'il l'entendit. Un gémissement sourd, étouffé, venant du sous-sol. Lucien s'immobilisa. Le bruit se répéta, plus faible, comme un appel au secours noyé dans l'épaisseur des murs. Il se dirigea vers l'escalier qui descendait vers la cave, chaque marche craquant sous son poids. L'obscurité était presque totale en bas. Il sortit son téléphone, alluma la lampe torche. Le faisceau de lumière balaya les murs de pierre humide, les étagères poussiéreuses, les bouteilles de vin oubliées. Le gémissement recommença, plus proche. Maintenant,
Il venait d'une porte au fond de la cave, une porte que Lucien n'avait pas remarquée d'abord. Elle était fermée par un cadenas rouillé. Il s'approcha, colla l'oreille contre le bois. « Help, please !» Une voix de femme, faible, désespérée, parlant anglais avec un accent qu'il ne parvenait pas à identifier. Lucien recula d'un pas. Son instinct lui criait de partir, de remonter, de quitter cette maison maudite. Mais quelque chose de plus fort le retenait. Une curiosité malsaine, peut-être. Ou simplement l'habitude de ne jamais laisser les mystères sans réponse. Il remonta chercher quelque chose pour forcer le cadenas. Dans la cuisine, il trouva un vieux marteau dans un tiroir. Redescendu au sous-sol, il frappa plusieurs coups sur le métal rouillé jusqu'à ce qu'il cède. La porte s'ouvrit dans un grincement sinistre. Ce qu'il découvrit le figea sur place. Une femme était enchaînée au mur du fond, ses poignets entaillés par les menottes rouillées. La trentaine, cheveux blonds emmêlés, vêtements déchirés. Ses yeux bleus le fixaient avec un mélange de terreur et d'espoir impossible. À côté d'elle, recroquevillés dans l'ombre, 3 silhouettes plus petites, des enfants. Lucien resta immobile pendant plusieurs secondes, le faisceau de sa lampe balayant lentement la scène. L'odeur était épouvantable, mélange d'urine, de sueur froide et de quelque chose de plus profond, de plus ancien, la peur à l'état pur cristallisée dans cette cave humide. « Mon Dieu !» murmura-t-il. La femme bougea faiblement. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit d'abord. Puis, dans un souffle rauque, « Water, please !» Lucien s'approcha prudemment. Son cerveau fonctionnait à toute vitesse, analysant la situation sous tous les angles. Qui étaient ces gens? Depuis combien de temps étaient-ils là? Et surtout, qui l'avait attiré dans ce piège? Car c'était forcément un piège. Le message, l'adresse, le timing. Tout était trop précis pour être le fruit du hasard. Quelqu'un voulait qu'il trouve ses prisonniers. Quelqu'un qui connaissait ses habitudes, ses faiblesses. Il s'agenouilla devant la femme, évitant son regard direct. Les enfants, 2 filles et un garçon entre 8 et 12 ans approximativement, se serraient contre elle comme des animaux apeurés. Leurs vêtements étaient sales, mais relativement récents. Ils n'étaient pas là depuis très longtemps. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il en anglais. « Sarah Mitchell ?» Sa voix était un murmure brisé. « My children. Emma, James, Lucy ?» Américaine. Lucien fronça les sourcils. Que faisait une famille américaine dans la cave de Pierre Delacroix? Il examina les chaînes qui entravèrent la femme. Solides, professionnelles. Pas le genre d'équipement qu'on trouve dans le commerce. Quelqu'un avait préparé cette prison avec soin. Qui vous a enfermé ici? Sarah secoua la tête, les larmes coulant silencieusement sur ses joues creuses. I don't know his name. Frenchman. Older. He said we were payment. Paiement. Le mot résonna dans l'esprit de Lucien comme une cloche funèbre. Il connaissait ce langage, ces méthodes. Quelqu'un utilisait cette famille comme monnaie d'échange. Mais pourquoi? Et pourquoi l'avoir menée jusqu'ici? Il se releva, fit quelques pas en arrière. Son téléphone vibra. Nouveau message. Tu les as trouvés. Maintenant choisis. Lucien tapota une réponse rapide. Qui êtes-vous? La réponse arriva immédiatement. Quelqu'un qui connaît tes secrets. Lucien. Quelqu'un qui sait ce que tu as fait à la famille Rossi. Le sang se figea dans ses veines. La famille Rossi. Cette histoire remontait à 5 ans. Une dette impayée, des menaces ignorées, un exemple nécessaire. Carlo Rossi avait disparu un soir de novembre. Sa femme et ses enfants n'avaient jamais retrouvé le corps. Officiellement, ils avaient déménagé en Italie pour recommencer une nouvelle vie. Officieusement, tout le monde savait. Personne n'était au courant des détails. Personne sauf... Son téléphone vibra encore. Marco te passe le bonjour. Marco Santini, son ancien bras droit, son confident, son ami d'enfance, celui qui l'avait aidé à construire son empire, celui qui avait disparu il y a 6 mois après avoir découvert certaines irrégularités dans la comptabilité. Lucien avait supposé qu'il était parti avec l'argent détourné, quelque part en Amérique du Sud. Apparemment, il s'était trompé. Qu'est-ce que tu veux, Marco? Justice. Pour les Rossi, pour tous les autres. Lucien regarda de nouveau les prisonniers. Sarah l'observait avec une attention inquiétante, comme si elle comprenait ce qui se jouait. Les enfants avaient fermé les yeux, épuisés par la peur et la faim. Et eux, dans tout ça, eux, c'est ton test. Tu peux les sauver, Lucien, les libérer, les ramener à leur famille. Ou tu peux partir et faire comme si tu n'avais rien vu, comme d'habitude.
Lucien serra les poings. Marco connaissait ses points faibles, cette capacité qu'il avait malgré tout à distinguer l'innocent du coupable, cette faille dans sa cuirasse qui l'empêchait parfois de faire ce qui était nécessaire pour son business. En échange de quoi? Ta confession, complète, détaillée, enregistrée, pour que tu la transmettes à qui? Aux familles, à la police, à tes ennemis, tu imagines? Lucien fit les 100 pas dans la cave, évitant soigneusement de regarder les enfants. Son esprit calculait les options, les risques, les conséquences. S'il avouait, son empire s'effondrait. Ses hommes le lâcheraient ou le tueraient. Ses rivaux se partageraient son territoire. Sa propre survie deviendrait problématique. S'il ne faisait rien, cette famille mourrait lentement dans cette cave. Et Marco trouverait d'autres moyens de le faire chanter. Comment je sais que tu tiendras parole? Tu ne le sais pas, mais tu me connais depuis 30 ans. J'ai toujours tenu mes promesses. C'était vrai. Marco était peut-être beaucoup de choses, mais pas un menteur. Quand il disait quelque chose, il le faisait. Cette loyauté aveugle avait été sa force et sa perte. Sarah bougea légèrement, attirant son attention. Elle le regardait avec une intensité troublante, comme si elle lisait dans ses pensées. Puis elle articula silencieusement, en français cette fois, « Help us ». Lucien ferma les yeux. Quand il les rouvrit, sa décision était prise. Pas par calcul, pas par stratégie, par quelque chose de plus primitif, de plus humain, quelque chose qu'il pensait avoir enterré depuis longtemps. Il sortit un trousseau de clés de sa poche, des passe-partout qu'il gardait toujours sur lui par habitude. La 3e clé libéra les menottes de Sarah. Elle s'effondra en avant, massant ses poignets ensanglantés. « Can you walk ?» Elle hocha la tête faiblement. Lucien l'aida à se lever, puis s'occupa des enfants. Ils étaient si légers qu'il eut l'impression de porter des oiseaux blessés. Son téléphone vibra. Sage décision. Maintenant, sors-les de là. On se retrouve au phare de Cassis dans 1 heure. Lucien connaissait l'endroit. Un phare abandonné sur la côte, visible de loin mais inaccessible en voiture. Il faudrait marcher 15 minutes sur un sentier rocheux. Un lieu parfait pour un piège, ou pour une confession. Il guida lentement la famille vers l'escalier. Sarah s'appuyait lourdement sur son bras, ses enfants agrippés à sa robe déchirée. Dans la lumière du jour, leurs visages étaient encore plus marqués par l'épreuve. Combien de temps avait-il passé dans cette cave? Combien d'autres familles Marco avait-il utilisées avant celle-ci? La Mercedes démarra au premier tour de clé. Lucien régla la climatisation, vérifia les rétroviseurs par réflexe. Ses passagers s'installèrent en silence à l'arrière, serrés les uns contre les autres comme une nichée orpheline. Pendant qu'il conduisait vers la côte, Lucien réfléchissait à ce qu'il attendait. Marco n'était pas du genre sentimental. S'il l'amenait au phare, ce n'était pas pour une simple conversation entre vieux amis. Il avait un plan, une fin de partie préparée depuis des mois. La question était, Lucien allait-il jouer selon ses règles, ou écrire sa propre conclusion? La route côtière serpentait entre les falaises blanches et la mer d'un bleu profond. Lucien conduisait lentement, observant ses rétroviseurs plus que d'habitude. Sarah et ses enfants n'avaient pas prononcé un mot depuis qu'ils avaient quitté la maison de la Croix. Le silence dans l'habitacle était lourd, chargé de questions non posées et de peurs non exprimées. À l'arrière, Emma, la plus âgée des 3 enfants, regardait défiler le paysage avec des yeux trop grands pour son visage émacié. Son frère James gardait la tête baissée, les mains crispées sur ses genoux. La petite Lucie dormait contre l'épaule de sa mère, épuisée par l'épreuve. « Où nous emmenez-vous » demanda finalement Sarah, sa voix à peine audible par-dessus le ronronnement du moteur. Lucien croisa son regard dans le rétroviseur central. Ses yeux bleus avaient quelque chose de troublant, une intelligence aiguë qui perçait à travers la fatigue et la peur. Cette femme n'était pas une victime ordinaire. « En sécurité » répondit-il simplement. « Vous mentez. » Le ton était calme, factuel. Pas d'accusation, pas de colère. Juste un constat qui fit froid dans le dos de Lucien. « Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?» Votre façon de conduire. Vous vérifiez constamment les rétroviseurs. Votre main droite n'a pas quitté la coudoir depuis qu'on est parti. C'est là que vous gardez votre arme, n'est-ce pas? Et surtout, elle marqua une pause. Surtout, vous avez peur. Lucien serra les dents. Cette femme lisait en lui comme dans un livre ouvert. C'était déstabilisant, dangereux même. Dans son monde, ceux qui perçaient si facilement les masques ne vivaient généralement pas très longtemps. Vous êtes très observatrice, Madame Mitchell. C'est mon métier. J'étais profileuse pour le FBI avant de...
Elle s'interrompit, regardant ses enfants avec tendresse. Avant de devenir mère, FBI, Lucien sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. Marco ne lui avait pas menti une famille au hasard. Il avait choisi ses otages avec soin, calculant chaque détail pour maximiser l'impact psychologique. « Depuis combien de temps êtes-vous en France ?»« 3 semaines. Nous étions en vacances. Les enfants voulaient en voir la Méditerranée, visiter les châteaux de la Loire. » Sa voix se brisa légèrement. On devait rentrer à Atlanta demain. Demain. Le timing était parfait. Dans quelques heures, le mari de Sarah appellerait la police française pour signaler la disparition de sa famille. Les recherches commenceraient. Les médias s'empareraient de l'affaire. Une famille américaine disparue en Provence, c'était exactement le genre d'histoire qui faisait la une des journaux internationaux. Et si Lucien Moreau était impliqué dans cette disparition? Son téléphone vibra. « Marco, encore. Tu approches du phare. Bien. Sarah t'a-t-elle dit qu'elle était profileuse ?» Lucien ne répondit pas, mais Marco n'avait pas besoin de confirmation. Elle a travaillé sur des affaires de crime organisé. Elle sait reconnaître un psychopathe quand elle en voit un. Intéressant, non? Le piège se refermait méthodiquement. Marco avait tout orchestré. Le lieu, les victimes, le timing. Il connaissait la psychologie de Lucien mieux que quiconque. Cette incapacité qu'il avait à abandonner des innocents, surtout des enfants. Cette faille humaine qui le distinguait des autres caïds. Le parking du phare de Cassis apparut au bout de la route. Vide, comme prévu. Lucien se gara près de l'entrée du sentier, coupa le moteur. Le silence revint, troublé seulement par le bruit des vagues qui se brisaient contre les rochers en contrebas. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Emma, parlant pour la première fois depuis la cave. Lucien se retourna vers elle. 11 ans, peut-être 12. L'âge qu'avait sa propre fille quand elle était morte dans cet accident de voiture. L'âge qu'elle aurait dû avoir aujourd'hui si cette nuit de décembre. Il chassa ses pensées. Ce n'était pas le moment de se perdre dans le passé. Vous allez m'attendre ici, gardez les portières verrouillées. Si quelque chose tourne mal, si vous entendez des coups de feu, vous prenez cette route. Il désigna la direction opposée au phare. Elle mène directement au commissariat de Cassis. Sarah le regarda avec une intensité troublante. Vous allez mourir là-haut, n'est-ce pas? Peut-être. Pourquoi nous avoir sauvés alors? La question resta suspendue dans l'air. Lucien n'avait pas de réponse simple. Ou plutôt, il en avait une, mais elle était trop personnelle, trop douloureuse à formuler. Parce que j'ai eu une fille, autrefois. Il sortit de la voiture sans attendre de réaction, claqua la portière. Le sentier qui menait au phare était rocailleux, battu par les embruns. Chaque pas l'éloignait de la Mercedes noire et de ses occupants. Chaque pas le rapprochait de son destin. Le phare se dressait au bout de la presqu'île, blanc et massif contre le ciel qui commençait à rougir. Lucien vérifia son arme, s'assura que le cran de sûreté était enlevé. Ses mains ne tremblaient pas. Curieusement, il se sentait calme, presque serein. Marco l'attendait près de l'entrée du phare, adossé contre le mur de pierre. 48 ans, cheveux bruns grisonnants, regard sombre. Il portait un blouson de cuir noir et tenait un petit magnétophone à la main. Lucien, ponctuel comme toujours. Marco, tu as vieilli. 6 mois de cavale, ça use. Il sourit sans joie. Tu m'as cherché? Non. Sage décision, ça t'aurait coûté cher. Ils se regardaient comme deux prédateurs jaugeant leurs forces respectives. 30 ans d'amitié, de complicité, de crimes partagés. Tout ça pour en arriver là, face à face, sur cette falaise balayée par le vent. Les Mitchell, c'était nécessaire? Demanda Lucien. Pour t'amener ici, oui. Tu ne serais jamais venu sinon. Ils n'ont rien à voir avec nos affaires. Justement, c'est ça qui te rend faible, Lucien. Cette manie que tu as de distinguer les innocents des coupables. Dans notre monde, tout le monde est coupable de quelque chose. Marco actionna le magnétophone. Le petit voyant rouge s'alluma. Commence par la famille Rossi. Où est le corps de Carlo? Lucien regarda vers la mer. Au loin, un cargo se dirigeait vers le port de Marseille, ses lumières clignotant dans le crépuscule naissant. Des vies normales, des gens qui rentraient chez eux, qui embrassaient leurs enfants, qui dormaient sans cauchemar, dans les fondations du parking de la Marina. Secteur B, niveau 2. La voix de Marco restait neutre, professionnelle. Date exacte? 15 novembre 2018, 3 heures du matin. Méthode? Balle dans la nuque, petit calibre. Témoin? Lucien hésita une fraction de seconde. Toi? Marco hocha la tête lentement. Il connaissait déjà toutes les réponses, bien sûr. Cet interrogatoire était une pure formalité,
un rituel nécessaire pour donner une forme officielle à la confession. Pendant les 20 minutes suivantes, Lucien déballa méthodiquement 30 ans de crimes. Les meurtres, les disparitions, les chantages, les corruptions. Chaque nom, chaque date, chaque détail. Sa voix restait monocorde, presque détachée, comme s'il récitait la liste des courses. Quand ce fut terminé, Marco arrêta l'enregistrement. « Parfait, ça fera l'affaire. Et maintenant, tu disparais. Pour de bon. Tu as 1 heure d'avance avant que cette confession arrive chez les flics. Utilise-la bien. » Lucien fronça les sourcils. Ce n'était pas le scénario qu'il avait anticipé. « Tu ne me tues pas. »« Non, c'est trop facile. Je préfère te laisser vivre avec ça. » Marco désigna le magnétophone. « Avec la certitude que tout ton empire va s'effondrer, que tes hommes vont te chasser, que tu vas finir tes jours comme un rat, à fuir d'un trou à l'autre. » C'était pire qu'une balle. Marco le connaissait décidément très bien. Lucien fit demi-tour sans un mot, redescendit le sentier vers le parking. Derrière lui, Marco ne bougeait pas, silhouette immobile contre le phare blanc. La Mercedes était toujours là, Sarah et ses enfants à l'intérieur. Il l'observait à travers les vitres avec une attention inquiète. Quand il ouvrit la portière conducteur, Sarah demanda « C'est fini ?»« Oui. Et nous ?» Lucien démarra le moteur, fit demi-tour. « Je vous ramène à votre hôtel. Demain, vous prenez l'avion pour Atlanta. Vous oubliez tout ça. Et vous ?» Il ne répondit pas. Dans le rétroviseur, il vit Sarah le regarder avec quelque chose qui ressemblait à de la compassion. Cette femme avait vraiment lu en lui comme dans un livre ouvert. Le voyage de retour se fit en silence. Chacun perdu dans ses pensées. Chacun conscient que cette nuit avait changé le cours de plusieurs vies. Vous savez, il y a des moments dans l'existence où nous sommes confrontés à des choix qui révèlent qui nous sommes vraiment. Des instants où nos masques tombent, où nos principes sont mis à l'épreuve. Cette histoire nous montre que même dans les âmes les plus endurcies, peut subsister une étincelle d'humanité. Mais dites-moi, que pensez-vous de ce dilemme moral? Auriez-vous fait le même choix que Lucien? Peut-on vraiment racheter une vie de crime par un seul acte de bonté? Ces questions me fascinent, et j'aimerais connaître votre point de vue. Laissez-moi vos réflexions en commentaire. Vos perspectives enrichissent toujours ces récits. L'hôtel Carlton surplombait la Canebière, ses façades belle époque illuminées par les néons de la nuit marseillaise. Lucien se gara devant l'entrée principale, laissa tourner le moteur. Ses mains ne tremblaient toujours pas, mais une fatigue immense pesait sur ses épaules, comme si les événements de cette journée avaient vidé ses dernières réserves d'énergie. Sarah rassembla ses enfants en silence. Emma et James évitèrent son regard, mais la petite Lucie s'approcha de la vitre avant de sortir. « Merci, monsieur », murmura-t-elle dans un français approximatif. Lucien hocha la tête sans répondre. Les mots ne venaient plus. Que dire à une enfant qu'on vient d'arracher à l'enfer? Comment expliquer que celui qui l'a sauvée est aussi celui qui a créé cet enfer pour tant d'autres? Sarah fut la dernière à descendre. Elle se pencha vers la fenêtre conducteur, posa sa main sur la portière. « Vous n'êtes pas obligé de fuir. » « Si. Il existe d'autres choix. Témoigner, coopérer avec la justice, aider à démanteler. Vous ne connaissez pas mon monde, Madame Mitchell. Dans mon monde, on ne témoigne pas. On disparaît ou on meurt. » Elle le regarda longuement, ses yeux bleus perçants qui lisaient au plus profond de son âme. « Votre fille, comment s'appelait-elle » La question le frappa comme un coup de poing. Personne n'avait prononcé ce prénom depuis des années. Personne n'osait. « Céline. Quel âge avait-elle » 12 ans. Comment est-elle morte? Lucien ferma les yeux. La scène lui revint avec une netteté cruelle. Cette nuit de décembre, la route verglacée, les phares dans le rétroviseur, ses ennemis qui avaient voulu l'atteindre à travers ce qu'il avait de plus cher, l'accident qui n'en était pas un. Mes ennemis l'ont tué pour me punir. Et depuis, vous portez cette culpabilité. Ce n'était pas une question. Sarah avait compris, avec cette intuition de profileuse qui perçait les motivations les plus cachées. Céline serait fière de ce que vous avez fait aujourd'hui, ajouta-t-elle doucement. Puis, elle s'éloigna, guidant ses enfants vers l'entrée de l'hôtel. Lucien les regarda disparaître derrière les portes dorées, conscient qu'il ne les reverrait jamais. Son téléphone vibra. Pas Marco cette fois. Un de ses lieutenants. « Patron, faut qu'on parle. Y a un problème. » « Quel genre de problème ?»« Le genre qui se règle avec des balles. Rejoignez-nous au dépôt. Urgent. » Lucien raccrocha, consulta sa montre. 22h15. La confession de Marco n'arriverait chez les flics qu'à minuit, selon ses calculs.
Il avait encore un peu de temps pour organiser sa disparition. Le dépôt se trouvait dans la zone industrielle, un entrepôt anonyme perdu entre les conteneurs et les grues du port. Lucien y stockait une partie de sa marchandise. Cigarettes de contrebande, électronique détournée, quelques armes légères. Rien de spectaculaire, mais suffisant pour alimenter son réseau. Quand il arriva, 6 de ses hommes l'attendaient. Leurs visages étaient tendus, leurs mains jamais loin de leurs armes. Antoine, son bras droit depuis la disparition de Marco, s'avança le premier. « Boss, on a un souci. Quelqu'un balance nos planques aux flics? Qui? On ne sait pas encore. Mais depuis ce matin, 3 de nos entrepôts ont été perquisitionnés. Les keufs savaient exactement où chercher. » Lucien garda son calme apparent. Marco avait visiblement préparé sa vengeance sur plusieurs fronts. La confession n'était que la partie visible de l'iceberg. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Pas grand-chose. On a eu le temps d'évacuer l'essentiel. Mais ils ont chopé Didier avec 2 kilos de coke sur lui. Didier Mercier, un de ses dealers les plus fiables. 20 ans de maison, jamais une faute. S'il parlait sous la pression, « Il va tenir ?» Antoine haussa les épaules. « Didier, oui. Mais sa femme et ses gosses... » Lucien comprit. Les flics allaient faire pression sur la famille. Menacer, promettre, corrompre. Didier finirait par craquer, comme tous les autres. Son empire se délitait plus vite que prévu. « Patron !» intervint Kevin, le plus jeune du groupe. « On dit qu'il faut se préparer à la guerre. Que les Corses et les Napolitains se préparent à récupérer nos territoires. » La nouvelle n'était pas surprenante. Dans ce milieu, la faiblesse se sentait de loin. Les premiers signes de délitement attiraient les charognards, comme du sang attire les requins. « Qu'est-ce qu'on fait, boss ?» demanda Antoine. Lucien regarda ses hommes. Ces visages qu'il connaissait depuis des années, ces loyautés construites sur la peur et l'intérêt. Combien de temps avant qu'ils comprennent que le navire coulait? Combien de temps avant qu'ils changent de camp? On évacue tout. Ce soir, vous avez 4 heures pour vider les planques, disperser le stock, effacer les traces. Et après? Après, vous vous débrouillez. Chacun pour soi. Le silence qui suivit était lourd de compréhension. Lucien Moreau venait d'officialiser la fin de son règne. « Boss !» murmura Antoine. « Vous allez où ?»« Loin. Très loin. » Il repartit sans attendre leur réaction, laissant derrière lui 30 ans de construction criminelle. Dans le rétroviseur, il vit ses hommes se disperser rapidement, chacun courant sauver ce qu'il pouvait de leur empire en ruine. Retour chez lui. L'appartement du 6e étage lui parut soudain étranger, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Les meubles de prix, les œuvres d'art, les symboles de sa réussite, tout ça n'avait plus de sens. Il ouvrit le coffre caché derrière le faux Picasso. Passeport, liasse de billets, bijoux, clé USB contenant ses assurances-vie. De quoi recommencer ailleurs, sous une autre identité. Mais recommencer quoi? Pour qui? Il s'arrêta devant la photo encadrée sur son bureau. Céline a 11 ans, souriant dans sa robe d'été. Les cheveux blonds au vent, les yeux rieurs. L'innocence absolue qu'il n'avait pas su protéger. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. « Monsieur Moreau, commissaire Dubois, police judiciaire, nous aimerions vous poser quelques questions. » « À quel sujet ?»« La disparition d'une famille américaine. Sarah Mitchell et ses 3 enfants. Votre nom est apparu dans notre enquête. » Lucien consulta sa montre. 23h40. Marco avait avancé son planning. « Je ne vois pas le rapport. Ils ont été vus pour la dernière fois près de votre résidence secondaire de Cassis. Nous aimerions vérifier votre emploi du temps d'aujourd'hui. Je suis disponible demain matin. Nous préférerions ce soir. Nous arrivons. » La ligne se coupa. Lucien posa le téléphone, finit de vider le coffre. Il avait 10 minutes, peut-être 15 avant l'arrivée des flics. Assez pour disparaître dans la nature. Il glissa la photo de Céline dans sa poche intérieure, éteignit les lumières une dernière fois. L'appartement retomba dans l'obscurité, tombeau d'une vie qu'il ne récupérerait jamais. L'escalier de service menait directement au parking souterrain. Sa Porsche l'attendait, discrète et rapide. En quelques minutes, il était sur l'autoroute, fonçant vers la frontière italienne. Dans son rétroviseur, Marseille s'éloignait lentement, ses lumières se fondant dans la nuit méditerranéenne. Quelque part dans cette ville, Sarah Mitchell et ses enfants dormaient enfin en sécurité. Quelque part, Marco Santini savourait sa vengeance. Quelque part, des flics fouillaient un appartement vide. Et lui, Lucien Moreau, ancien roi de la pègre marseillaise, roulait vers l'exil avec pour seul bagage une photo d'enfant,
et le poids de 30 ans de crime. La justice avait parfois des visages inattendus. Parfois, elle prenait la forme d'un vieil ami devenu ennemi. Parfois, elle portait les traits d'une profileuse américaine qui lisait dans les âmes comme d'autres lisent dans les livres. Et parfois, elle n'était rien d'autre que le choix d'un homme seul face à sa conscience, décidant que certaines innocences méritaient d'être protégées, quel qu'en soit le prix. Le compteur indiquait 180 km/h. La frontière approchait. Une nouvelle ville attendait quelque part, anonyme et sans gloire. Mais pour la première fois depuis des années, Lucien Moreau pouvait regarder la photo de sa fille sans avoir honte. 6 mois plus tard, la terrasse du petit café donnait sur le port de Gênes. Les voiliers se balançaient doucement dans la marina, leurs mâts tintant comme des carillons dans la brise marine. Lucien sirotait son espresso en observant les mouettes qui se disputaient les miettes de cornetto laissées par les touristes. Il s'appelait maintenant Pietro Lombardi, entrepreneur dans l'import-export, cheveux teints en noir, barbe soigneusement taillée, lunettes discrètes, le parfait anonymat de l'homme d'affaires italien. Son appartement modeste surplombait les toits de tuiles rouges, loin du luxe ostentatoire de son ancienne vie. Le journal local était posé devant lui, ouvert à la page internationale. Un petit entrefilet en bas de page avait retenu son attention. Marseille, démantèlement d'un réseau criminel. L'article mentionnait l'arrestation d'Antoine Ferrer et de plusieurs membres de son ancien gang. Marco avait tenu parole. La confession avait fait son œuvre. « Excusez-moi, vous êtes Pietro Lombardi ?» Lucien leva les yeux. Un homme d'une quarantaine d'années se tenait près de sa table. Costume gris impeccable, regard perçant. Flic, pensa-t-il immédiatement. Ou journaliste. Les deux métiers donnaient cette même intensité dans le regard. Oui, nous nous connaissons. Agent spécial David Harrison, FBI. L'homme sortit discrètement sa plaque, la referma aussitôt. Puis-je m'asseoir ? Le sang de Lucien ne fit qu'un tour, mais son visage resta impassible. 6 mois de cavale lui avaient appris à maîtriser ses réactions. Bien sûr, Harrison s'installa en face de lui, commanda un café au serveur qui passait. Ses gestes étaient mesurés, professionnels. Pas d'agressivité apparente, mais une vigilance constante. Belle ville, Gênes. Un peu trop touristique à mon goût, mais le climat est agréable. Vous êtes en vacances, agent Harrison ? Pas exactement. Il sortit son téléphone, fit défiler quelques photos. Ma femme et mes enfants ont passé des vacances en France l'année dernière. Région de Marseille, très exactement. Lucien garda le silence. Harrison continua. Sarah Mitchell. Vous vous souvenez d'elle ? Non. Étrange. Parce qu'elle se souvient très bien de vous. Le serveur apporta le café. Harrison y ajouta du sucre lentement, prolongeant le suspense. Elle m'a raconté une histoire intéressante. Un homme qui l'a sauvée, elle et ses enfants, d'une situation délicate. Un homme qui ressemblait trait pour trait à Lucien Moreau. Je ne vois pas de qui vous parlez. Bien sûr. Harrison sourit sans chaleur. Pietro Lombardi est un excellent choix d'identité, soit dit en passant. Document parfait, historique bancaire cohérent, référence professionnelle solide. Du travail de professionnel. Lucien but son espresso sans broncher. Autour d'eux, la vie du café continuait normalement. Touristes consultant leurs guides, couples âgés partageant leurs souvenirs, enfants courant entre les tables. Un monde normal, innocent, dans lequel il ne devrait pas avoir sa place. Qu'est-ce que vous voulez, agent Harrison ? Sarah m'a également parlé d'un autre homme, Marco Santini. Vous le connaissez ? Cette fois, Lucien ne put réprimer un léger tressaillement. Harrison l'avait remarqué. Marco a disparu il y a 3 semaines. On a retrouvé son corps avant-hier dans une casse automobile de Naples. 3 balles dans la tête. Style exécution. L'information frappa Lucien comme un uppercut. Marco, mort. Son ami d'enfance, son ancien complice, son juge et bourreau. Celui qui avait orchestré sa chute était lui-même tombé. Les Corses, probablement, continua Harrison. Ils n'ont pas apprécié que Santini démantèle le réseau marseillais. Ça les a privés de juteux contrats. Lucien ferma les yeux une seconde. Marco avait payé le prix de sa vengeance. Dans leur monde, personne ne survivait longtemps après avoir balancé un caïd. Pourquoi me racontez-vous ça ? Parce que sa mort change la donne. Marco était le seul témoin direct de vos activités passées. Avec lui disparu, le dossier contre Lucien Moreau s'affaiblit considérablement. Harrison se pencha légèrement en avant. Ma femme pense que vous méritez une seconde chance. Elle dit que vous avez risqué votre vie pour sauver sa famille. Sans contrepartie, sans calcul. Juste parce que c'était la chose à faire. Votre femme est très généreuse.
Elle est surtout très intuitive. Et elle m'a convaincu de vous faire une proposition. Lucien attendit la suite méfiant. Le bureau travaille sur un programme de protection des témoins repentis. Criminels de haut niveau qui acceptent de coopérer en échange d'une nouvelle identité et d'une protection permanente. Je n'ai rien à échanger. Détrompez-vous. 30 ans dans le milieu marseillais, ça laisse des traces. Des noms, des méthodes, des connexions internationales. Vous pourriez nous aider à démanteler des réseaux entiers. Lucien réfléchit rapidement. Devenir indique pour le FBI. Trahir définitivement son ancien monde pour acheter sa sécurité. L'ironie était savoureuse. Celui qui avait toujours méprisé les balances allait peut-être en devenir une. Et en échange, protection totale. Nouvelle identité officielle. Vous pourriez même récupérer une partie de vos avoirs, ceux qui ont été gelés par la justice française. Et mes anciens associés? Ils croiront que vous êtes mort. On peut arranger ça. Harrison sortit une carte de visite, la posa sur la table. Réfléchissez. Vous avez 48 heures. Il se leva, jeta quelques euros sur la table pour payer son café. Une dernière chose, monsieur Lombardi. Sarah m'a demandé de vous transmettre un message. Lequel? Elle dit que Céline serait fière. Harrison s'éloigna, disparut dans la foule des promeneurs. Lucien resta seul avec la carte de visite et le poids de cette proposition inattendue. Il rentra chez lui à pied, empruntant les ruelles escarpées du centre historique. Son appartement lui parut encore plus petit qu'à l'ordinaire. Sur la commode, la photo de Céline le regardait, avec son sourire éternel. Il s'assit dans le fauteuil face à la fenêtre, contempla le coucher de soleil sur la mer. Des bateaux de pêche rentraient au port, leurs filets vides ou pleins selon les caprices de la fortune. Comme les vies humaines, finalement. Coopérer avec le FBI signifiait renoncer définitivement à son passé. Plus jamais il ne pourrait remettre les pieds en France, plus jamais il ne reverrait les lieux de sa jeunesse, la tombe de sa fille. Mais il vivrait, en sécurité, protégé, utile peut-être. Refuser, c'était continuer cette existence fantomatique. Pietro Lombardi pouvait durer quelques années encore, mais un jour ou l'autre, quelqu'un le reconnaîtrait. Un ancien ennemi, un flic obstiné, un hasard malencontreux. Et alors, ce serait la prison ou la mort. Il repensa à Sarah Mitchell et à ses enfants, à ces vies innocentes qu'il avait sauvées sans réfléchir, par pur instinct. Pour la première fois depuis la mort de Céline, il avait accompli quelque chose de bien. Quelque chose dont il pouvait être fier. Le téléphone sonna. Numéro inconnu encore. Pietro? C'est Elena. Elena Rossi, sa voisine du dessous. Veuve depuis peu, mère de 2 adolescents, une femme simple, souriante, qui lui apportait parfois des lasagnes et lui donnait des nouvelles du quartier. Bonsoir Elena. Je fais des pâtes fraîches ce soir. Ça vous dirait de vous joindre à nous? Les enfants vous apprécient beaucoup. Lucien regarda de nouveau la photo de Céline. Qu'aurait-elle voulu qu'il fasse? Continuer à fuir, seul et amer? Ou accepter cette main tendue, cette possibilité de reconstruction? Avec plaisir, Elena. J'arrive dans 10 minutes. Il raccrocha, glissa la carte de Harrison dans sa poche. Demain, il appellerait le FBI. Il raconterait tout, livrerait tous ses secrets, aiderait à détruire définitivement l'empire qu'il avait mis 30 ans à construire. Et puis, il recommencerait. Autrement? Mieux, peut-être. En descendant les escaliers vers l'appartement d'Elena, il croisa son reflet dans le miroir du palier. Pietro Lombardi lui sourit tristement. Cet homme-là n'était ni Lucien Moreau, ni un saint. Juste quelqu'un qui avait appris, sur le tard, la différence entre survivre et vivre. Dehors, les cloches de la cathédrale sonnaient l'Angélus. Dans l'appartement du dessous, des rires d'enfants l'attendaient. Et quelque part en Amérique, Sarah Mitchell pensait peut-être encore à cet homme qui avait choisi de la sauver, plutôt que de se sauver lui-même. L'histoire se terminait là où elle avait commencé, par un choix. Mais cette fois, Lucien savait qu'il ferait le bon. Et voilà où mène parfois la quête de rédemption, non pas vers un pardon absolu, mais vers la possibilité de recommencer autrement. Cette histoire nous interroge sur nos propres lignes rouges, sur ce qui fait basculer un homme du côté de l'ombre ou de la lumière. Que retenez-vous de ce parcours? Pensez-vous qu'il existe vraiment une seconde chance pour ceux qui ont franchi certaines limites? Et vous, face au dilemme de Lucien, qu'auriez-vous choisi? La fuite solitaire ou la coopération avec la justice? Ces questions sur la morale, la culpabilité et la possibilité de racheter ses erreurs me passionnent profondément. Si cette histoire vous a touché, rejoignez-nous en vous abonnant. J'explore régulièrement ces zones grises de l'âme humaine, ces moments où nos choix révèlent qui nous sommes vraiment.
Votre présence dans cette communauté de réflexion compte énormément pour moi.